Salut à tous, nouvel appart, nouveau décor. Aujourd'hui c'est le printemps, la nature renaît, les oiseaux chantent et les bourgeons apparaissent sur les arbres et les graminées, sur les aulnes et les platanes, sur les chênes et les peupliers, bref, c'est la saison des pollens. Alors pour la plupart des gens, la saison des pollens, ça veut simplement dire que votre voiture et votre balcon vont être recouverts de cette espèce d'enduit jaunâtre un peu dégueulasse dès qu'il va pleuvoir, mais pour environ un quart des gens, la saison des pollens, c'est tout simplement l'enfer sur Terre. Allez, je vous explique tout ça. Malgré l'intrication très forte avec l'asthme et l'eczéma, on n'en parlera pas ici, mais si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'excellente vidéo de Wild Dog sur le sujet. Ah bah génial! Dès le début, tout nous dit qu'il manquera la moitié des informations. Bravo! Mais alors, pourquoi tant d'injustice? Nous respirons tous les mêmes pollens, mais pourquoi certains ont des symptômes et d'autres pas du tout? Eh bien, comme d'habitude, il n'y a pas un seul coupable, mais plutôt un ensemble de facteurs que je vais vous détailler. Alors déjà, tout dépend de votre tempérament. Si vous êtes chaud et humide... Non, bon, Hippocrate, ça suffit, c'est une émission de vulgarisation sérieuse ici. Alors laisse les vrais médecins parler. Je t'ai acheté un mortier, tu veux pas aller dans le jardin là-bas cueillir des fleurs et puis tu nous feras un petit quelque chose? Oh oui! Tu as des jacinthes et des coquelicots. Il faut aussi une vipère. Tout d'abord, et comme souvent, il existe une forte susceptibilité génétique aux allergies. Si vos parents ou vos frères et sœurs sont allergiques au pollen, il y a plus de chances pour que vous le soyez également. Mais il n'existe pas un seul gène qui soit responsable de ces maladies. Ils sont plusieurs et encore mal connus à ce jour. Plusieurs molécules présentes dans l'air vont également exacerber les symptômes des allergies, voire augmenter le risque d'allergie. Et la première d'entre elles, c'est bien sûr la fumée de tabac, que ce soit le fait de fumer vous-même ou le fait d'être exposé à la fumée dans votre domicile ou ailleurs. Mais ça peut également être le fait d'avoir quelqu'un qui fume dans votre domicile, même si ce n'est pas en votre présence. Parmi les autres polluants de l'air qui jouent un rôle dans l'apparition des allergies, on retrouve également les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP. Ceux-ci sont produits lors de la combustion de matières organiques, par exemple par la fumée de tabac, mais aussi par le chauffage urbain, les usines, le transport routier, mais aussi les cuisinières à gaz, les cheminées ou les poêles au fioul, surtout s'ils sont mal entretenus ou défectueux. Attention, ces molécules se retrouvent également dans les bougies parfumées, les encens et surtout les huiles essentielles quand elles sont chauffées. Si vous tenez absolument à en diffuser dans votre lieu de vie, choisissez plutôt des diffuseurs d'huiles essentielles qui ne chauffent pas les huiles et qui n'entraînent donc pas de combustion. Dans tous les cas et a fortiori si vous avez des allergies respiratoires, je vous enjoins à suivre les conseils de l'AFEDI sur le sujet des huiles essentielles. Les appliquer, si vous voulez les appliquer, au pli du coude et attendre 48 heures pour vérifier qu'il n'y ait pas de réaction, ne jamais les diffuser dans l'air et si vous voulez les utiliser en application cutanée, les utiliser principalement sur le dos et en faible quantité. Bien sûr, qui dit pollution de l'air dit également trafic routier. Ainsi, vivre en plein centre-ville ou à côté d'une autoroute sera un risque de devenir allergique. A contrario, un enfant qui va vivre et grandir à la campagne aura moins de risques de le devenir. De la même manière, la moisissure et l'humidité sont d'autres facteurs de risque de développer des allergies respiratoires et on les retrouve principalement en milieu précaire en centre-ville. Enfin, on retrouve également des facteurs immunitaires, comme le fait d'avoir fait beaucoup d'infections, voire la tuberculose en étant enfant, la naissance par césarienne ou l'absence d'allaitement, principalement pendant les 3 premiers mois de vie. En effet, les enfants nés par césarienne ont une moins bonne immunité à la naissance, bien qu'il semble qu'ils rattrapent ce déficit au fur et à mesure de leur croissance. De la même manière, l'allaitement au sein est un des meilleurs moyens pour renforcer l'immunité des petits bébés. Il semble même que le microbiote intestinal ait également un rôle à jouer dans cette histoire. Des chercheurs ont démontré que le microbiote intestinal des enfants exempts d'allergies était plus diversifié et plus riche que les enfants qui avaient des allergies. Les mécanismes qui sous-tendent cette corrélation sont en revanche très mal élucidés. Ah, je ne retrouve plus mes notes. Il y en a qui me citent comme quoi j'aurais écrit un truc sur le sujet dans mon traité des airs, des eaux et des lieux. Mais je sais plus où c'était.
Bon, il me semble que c'était à propos des forgerons et des tailleurs de pierre qui devenaient allergiques à force de sniffer de la poussière. Si vous retrouvez où j'ai écrit ça, dites-le nous en commentaire. Mais du coup, la rhinoconjonctivite allergique, qu'est-ce que c'est exactement cette allergie au pollen? Qu'est-ce que ça donne comme symptôme? Eh bien, c'est tout simplement une inflammation de la sphère ORL, c'est-à-dire principalement du nez et des yeux, qui arrive chez une personne sensibilisée quand elle est exposée à un allergène. Alors ça, c'est la définition officielle, mais plusieurs termes doivent être expliqués. Premièrement, l'inflammation est un mot utilisé à tort et à travers pour désigner tout et n'importe quoi. Alors, l'inflammation, c'est tout simplement la réaction d'un tissu face à une agression. Quand vous avez une cystite, une infection urinaire, vous avez une agression de la vessie, donc une inflammation de la vessie. Quand vous avez une coupure, vous avez une agression de la peau, donc une inflammation de la peau. Quand vous avez une crise de goutte, c'est une inflammation de l'articulation, etc. Cette agression va donc entraîner une réaction de l'organisme qui se défend. Globalement, ça consiste à augmenter le débit sanguin pour permettre aux cellules utiles de venir plus rapidement sur le lieu de l'agression et aux déchets d'être éliminés plus rapidement également. C'est ce qui explique la rougeur et la chaleur lors d'une inflammation. La rougeur parce qu'il va y avoir plus de sang et la chaleur parce que le débit augmente. Un peu de liquide, le plasma, va également sortir des vaisseaux sanguins, s'extravaser pour se promener entre les cellules et leur amener tout ce dont elles ont besoin pour se défendre contre l'agression. C'est ce qui explique le gonflement en cas d'inflammation. Le terme allergène désigne à peu près n'importe quelle substance en fait, mais une substance qui va pouvoir induire une réaction anormale chez certaines personnes et absolument pas chez d'autres. On retrouve bien donc cette idée de ne pas supporter quelque chose de normalement totalement bénin. Moi, j'appelle ça l'idiosyncrasie. C'est le fait que chaque individu va réagir différemment et en l'occurrence que certains vont supporter des allergènes et d'autres pas. Enfin, il y a le terme très important de sensibilisation. La sensibilisation, c'est le fait pour un individu de produire une réaction inflammatoire face à un allergène, mais pas forcément des symptômes. Vous l'avez donc compris, pour parler d'allergie, il faut donc des symptômes, un allergène bien identifié et une réaction inflammatoire au moment de l'exposition à cet allergène. Mais ces symptômes, lesquels sont-ils exactement? Eh bien, il y a un acronyme très simple pour s'en souvenir, il s'agit de l'acronyme PAREO. P pour prurite nasale et oculaire, c'est-à-dire qu'on a le nez et les yeux qui grattent. A pour anosmie, c'est-à-dire qu'on sent moins bien à cause de l'inflammation et du nez bouché. R pour rhinorrhée, c'est-à-dire qu'on a le nez qui coule. E pour éternuement et O pour obstruction nasale, c'est-à-dire, encore une fois, le nez bouché. Et là, vous allez me dire, mais Fantine, ça, c'est les symptômes du rhume ou de la conjonctivite. En quoi ça veut dire que c'est relié à une allergie au pollen? Et vous auriez raison de le dire. En fait, pour parler d'allergie au pollen, il faut bien sûr les symptômes, mais aussi qu'ils soient reliés au fait qu'il y ait une exposition au pollen. Et pour relier ces deux éléments ensemble, il faut vérifier 3 dimensions. Premièrement, une unité de lieu, c'est-à-dire que les symptômes arrivent toujours au même endroit, chez mamie, au parc ou alors là-bas près des saules. Deuxièmement, une unité de temps, c'est-à-dire que les symptômes ne sont pas présents toute l'année. Pour les pollens, cela sera principalement le printemps, mais ça peut varier en fonction des années et des conditions climatiques. Et troisièmement, une unité d'action, c'est-à-dire que chez mamie, quand on joue au bridge, ça va, mais dès qu'on sort pour aller se promener dans le parc, c'est l'horreur. Quand on identifie ces 3 unités et que les symptômes apparaissent systématiquement quand elles sont réunies et jamais en dehors, à ce moment-là, on peut parler de rhinite allergique ou de conjonctivite allergique. On a donc les symptômes, on a le mécanisme allergique qui est identifié, mais on n'est toujours pas sûr que vous ayez une sensibilisation à cet allergène. Et surtout, on ne sait même pas exactement à quoi vous êtes allergique. Pour déterminer cela, le plus simple, eh bien, c'est encore d'essayer. Et ça s'appelle des prick tests. Le principe est enfantin. Vous tendez gentiment le bras et le médecin ou l'infirmier va venir avec une petite lancette piquer dans votre avant-bras une dizaine de fois. Puis il instillera une petite goutte d'un produit contenant l'allergène supposé. Pollen de bouleau, pollen de graminées, poil de chien, poil de chat, acarien, etc. On répète cela une dizaine de fois sur une dizaine de petites piqûres et on lit le résultat 10 minutes plus tard.
S'il y a une réaction inflammatoire, c'est-à-dire si c'est gonflé, si c'est rouge, si c'est chaud, ça veut dire que vous avez une sensibilisation. Bien sûr, on aura pris soin avant de mettre une goutte d'eau dans une des piqûres, l'eau qui ne réagira donc pas du tout, c'est le témoin négatif, et une goutte d'histamine qui est la molécule qui est sécrétée lors d'une réaction inflammatoire allergique. Et ce témoin sera donc forcément positif. Wow, vous êtes au 21e siècle et vous en êtes encore à faire des piqûres aux gens. Oh les gros nazes! Mais attention, encore une fois, être sensibilisé ne veut pas dire que vous êtes allergique. Pour parler d'allergie, il faut la sensibilisation, mais il faut également les symptômes quand vous y êtes exposé. Si tous les critères ne sont pas réunis, il faut alors chercher une autre cause aux symptômes autre que l'allergie et on pourra par exemple faire un scanner des sinus pour chercher une sinusite chronique. Bon, youpi, fantastique, vous savez maintenant que vous êtes allergique, mais il s'agirait quand même d'arrêter de renifler et d'éternuer tout le temps pendant 3 mois de l'année. Mais alors, quels médicaments prendre et comment ? Première chose à faire pour les fumeurs allergiques, il faut impérativement arrêter de consommer du tabac. La cigarette va augmenter les symptômes des allergies respiratoires. Pensez donc à en parler à votre médecin, c'est important et il existe plein de solutions pour vous aider. Le tabac, c'est caca. Bon après, nous, on fumait de l'eucalyptus et des feuilles de poirier. Mais on avait l'excuse de pas savoir que c'était toxique. Ensuite, et avant de prendre des médicaments, il existe un moyen thérapeutique qui est très efficace et qui en plus ne coûte presque rien, il s'agit des lavages de nez. Alors dit comme ça peut paraître un peu barbare, mais c'est une arme redoutable puisque c'est le traitement de première intention des allergies respiratoires. Et pour cela, rien de plus simple, il suffit d'acheter des pipettes de sérum physiologique. Petite astuce, elles sont moins chères en grande surface qu'en pharmacie et vous les utilisez pour faire vos lavages de nez. Vous videz le contenu de la pipette dans votre narine droite, puis l'eau va ressortir par la narine gauche, lavant tout sur son passage et surtout chassant toutes les particules de pollen qui seraient restées coincées dans les cavités nasales. Si vous avez des symptômes oculaires, vous pouvez également utiliser le sérum physiologique pour faire des lavages oculaires. On conseille de réaliser ces lavages de nez ou d'yeux environ 2 à 3 fois par jour, au moins le matin et le soir. Alors sérieux, tu te moques de mes remèdes à base de plantes, mais toi, tu conseilles à tes patients de se mettre de l'eau dans le nez. Franchement, c'est pas mieux. En fonction des symptômes, on peut également rajouter des corticoïdes inhalés en pchit-pchit qui seront prescrits par le médecin ou également des décongestionnants nasaux, également en pchit-pchit et également prescrits par le médecin. Tout à l'heure, en évoquant les prick tests, on a parlé de l'histamine, molécule qui est impliquée dans la réaction immunitaire des allergies respiratoires. Eh bien, les médicaments qui vont agir sur les symptômes des allergies vont inhiber cette molécule de l'histamine, ce sont les antihistaminiques. Ils sont faciles à reconnaître puisqu'ils finissent tous par le suffixe -ine. Desloratadine, bilastine, cétirizine, lévocétirizine, ébastine, loratadine, rupatadine. Mais vous les connaissez probablement mieux sous leurs noms commerciaux Aerius, Bilasca, Claritine, Inorial, Kestin, Wistam ou encore Xizal. Ces médicaments, disponibles uniquement sur ordonnance, se prennent à raison de 1 comprimé par jour, généralement le soir car ils peuvent un peu endormir. De manière générale, les allergiques gèrent très bien leur traitement en commençant les médicaments au moment du début des symptômes et en le continuant jusqu'à la fin de la saison des pollens auxquels ils sont allergiques. Pour les cas plus graves ou spécifiques, il existe d'autres médicaments mais qui nécessitent le recours à un allergologue. Enfin, sachez qu'il existe des méthodes pour arrêter d'être allergique à vie. Il s'agit de l'immunothérapie spécifique, ITS ou désensibilisation. Le principe est simple, régulièrement, on vous donne par comprimé ou injection des toutes petites doses de la molécule à laquelle vous êtes allergique. À force d'y être exposé, votre corps finit par trouver ça normal et donc finit par arrêter de réagir contre. Les allergies respiratoires pour lesquelles cette méthode est la plus efficace sont les allergies aux acariens, au pollen de graminées, de bouleau, de cyprès et d'ambroisie. Ces méthodes nécessitent bien entendu le recours à un allergologue spécialiste. Mais si vous suivez l'émission depuis déjà un moment, vous devez savoir ce qui va suivre. Quid des méthodes naturelles pour soigner les allergies ? L'homéopathie, les huiles essentielles ont-elles montré leur efficacité dans ces symptômes? Et c'est loin d'être anodin puisque près d'une personne sur 5 qui est allergique au pollen utilise des méthodes dites naturelles ou alternatives.
On parlait en introduction du lien avec l'immunité. Il pourrait donc sembler pertinent de proposer des probiotiques contre les allergies. Néanmoins, seul un faible nombre d'études s'est intéressé à la question et les résultats ne permettent pas de dégager une conclusion claire. Dans tous les cas, l'introduction de probiotiques doit se faire en concertation avec un médecin spécialiste du sujet. Pour ce qui est des médecines alternatives, c'est formidable puisque la dernière étude de Consensus consacre tout un chapitre à la question, c'est ma source principale pour cet épisode et elle est bien évidemment en description. On commence donc avec l'acupuncture qui, une fois n'est pas coutume, échoue à démontrer son efficacité dans les symptômes des allergies. Donc ce n'est pas tant qu'on a démontré que c'était inefficace, mais plutôt que les études sont trop mal faites, les biais trop nombreux pour pouvoir conclure à quoi que ce soit. Donc retenez ça, les aiguilles, c'est pour vérifier si vous êtes allergique, pas pour se soigner. Alors il paraît également que le miel serait aussi efficace dans les symptômes des allergies au pollen. Moi, je n'étais pas au courant avant de faire cet épisode, mais ce n'est pas très grave puisque de toute façon, les études sur le sujet sont beaucoup trop mal faites et ne concluent pas grand-chose. En ce qui concerne la phytothérapie, comme toujours, peu d'essais de qualité ont été menés, mais certaines plantes ont quand même été étudiées avec un protocole un peu plus rigoureux. Ainsi, l'astragale, le thé vert benifuki, le grand pétasite, le guduchi, la spiruline, mais aussi un mélange d'acérola, de cannelle et de bidens alba pourraient avoir un effet un peu supérieur au placebo. En revanche, ce qui est plutôt marrant, c'est que quand on demande à des férus de naturopathie quelles plantes peuvent être efficaces dans le traitement des allergies au pollen, ils vont vous citer absolument tout sauf ces plantes qui ont été étudiées et pour lesquelles il pourrait y avoir un effet. C'est quand même cocasse. Ah les cons! Et le pire, c'est que certains sites conseillent même les infusions d'eucalyptus. Eucalyptus qui est soupçonné de provoquer des crises d'asthme chez les allergiques. Et oui, les plantes, ça a beau être naturel, c'est comme les médicaments, ça a toujours des risques d'effets secondaires. Pour les huiles essentielles, c'est la foire à la saucisse. Chaque site conseille des essences différentes, mais le plus étrange, c'est que je n'ai trouvé qu'une seule étude contrôlée et randomisée contre placebo qui soit faite chez l'humain pour évaluer l'efficacité des huiles essentielles dans les allergies au pollen. Une seule étude. Donc autant dire qu'on n'a absolument aucune idée de l'efficacité de l'aromathérapie dans les allergies. Et c'est pourtant ce qui sera conseillé par l'immense majorité des naturopathes en première intention quand vous leur parlez d'allergie au pollen. Les huiles essentielles dont on n'a aucune idée de l'efficacité, ou de la nocivité d'ailleurs. La seule étude en question conclut à une certaine efficacité sur les symptômes d'une association d'huiles essentielles de Ravinsara, de géranium et de bois de santal. Mais aucun des sites que j'ai regardés ne propose ces huiles essentielles dans le traitement des symptômes de l'allergie. Enfin si, un seul site qui parle éventuellement de l'huile essentielle de Ravinsara. Mais dans cette étude, c'est bien l'association Ravinsara, bois de santal et géranium qui était étudiée et pas le Ravinsara seul. Donc on n'a aucune idée de savoir si c'est efficace seul ou pas. Enfin pour l'homéopathie, comme toujours pas assez d'études et comme souvent beaucoup trop de biais pour pouvoir conclure. Mais il semblerait que quelques études aient démontré que ça aurait au mieux autant d'efficacité que les médicaments. Mais les études sont vraiment pas terribles. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour bien gérer vos allergies au pollen. Je vous laisse avec un dernier lien, celui du site du RNSA, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Il est actualisé quotidiennement et vous présente des cartes de surveillance des différents risques de pollen. C'est très pratique si vous savez à quoi vous êtes allergique pour vous y préparer, ou si vous ne savez pas mais que vous avez des symptômes, ça vous donnera une idée de type de pollen auquel vous pouvez être allergique. Et vous avez ici la carte d'aujourd'hui si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie. N'oubliez pas que ces vidéos sont un support ludique et pédagogique mais ne remplacent en aucun cas une consultation. Si vous avez des symptômes importants ou persistants, consultez un médecin. De la même manière, ces vidéos ne s'adressent qu'à un public large et pas du tout ni aux enfants, ni aux femmes enceintes, ni aux personnes ayant déjà des pathologies chroniques.
Dans tous les cas, si vous faites partie de cette population, consultez un médecin dès l'apparition des symptômes. Hop hop hop, ne pars pas tout de suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu l'as aimée, eh bien tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés et nous retrouver avec Fantine et Hippocrate sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et activer la cloche pour avoir une notification dès qu'elles sortiront. A plus!